Alors, bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, j'arrive même pas à voir les gens qui sont au fond de la salle. Je vais vous parler aujourd'hui de Apache Arrow, quelque chose qui permet de faire de l'analyse de données haute performance et interopérable. Alors on va voir tout ce que ça veut dire. Et aussi, je vais vous parler à travers ça des travaux qui sont en cours chez Elastic, puisque je travaille chez Elastic, pour l'intégrer dans Elasticsearch. Donc on verra la technologie et aussi les use cases pratiques. Donc, qui je suis pour vous parler de ça? Donc, Sylvain Vallès, je travaille chez Elastic depuis 8 ans maintenant. Je suis tech lead dans l'équipe des SDK, donc librairie client, tout ce qui est les API, et puis d'une manière plus générale, tout ce qui est développeur expérience. Donc à ce titre, tout ce qui vous permet d'utiliser Elasticsearch, aussi bien des librairies clients, c'est là-dessus qu'on a commencé, mais aussi tous les formats d'entrée et sortie, c'est nous qui nous en occupons. Donc moi, j'ai commencé dans cette équipe-là, plus spécialement sur les clients Java et Rust, et maintenant je couvre un peu tout le spectre des activités autour des SDK. Donc vous me trouvez sur Blue Sky, de préférence, sur Twitter de moins en moins, voilà. On va attaquer. Donc déjà, on va voir ce que c'est Apache Arrow. Donc déjà, petit sondage, qui a entendu parler de Arrow? Bon, ben, j'ai pas rien à vous apprendre alors. Hein, ça, on va voir ensuite la stack Arrow, parce qu'il y a tout un écosystème qui s'est greffé autour de ça et quelques exemples d'utilisation dans l'industrie. Comment est-ce qu'on ajoute le support de Arrow dans Elasticsearch? Ce que ça nous permet de faire, un outil qui est absolument fantastique qui s'appelle Data Fusion, avec des démos. Alors on verra si on a le temps, ça sera des démos live, sinon c'est enregistré. Et puis une petite conclusion pour vous expliquer un petit peu comment vous aussi vous pouvez utiliser Arrow dans vos applications, puisque c'est pas seulement limité aux bases de données. En gros, toute application qui importe ou exporte des données peut bénéficier de ce format. Alors, déjà un petit bloc de texte, c'est copier-coller depuis le site web de Arrow. Donc je vous fais la traduction à la volée, je suis mieux qu'un LLM. Apache Arrow définit un format indépendant du langage, orienté colonne, pour les données plates et hiérarchiques, organisées pour l'analyse efficace sur des hardwares comme du CPU et du GPU. Alors on va voir tout ce que ça veut dire, ces mots-clés en gras, là on va les voir un par un. Et surtout, ça permet de faire du transfert de données zéro copie, avec aucun coût de sérialisation. Alors on verra que cet élément-là est vraiment le point central de Arrow, qui fait toute sa valeur. Donc alors déjà, format orienté colonne pour des opérations efficaces. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, imaginons ici, on a une table avec 3 colonnes, A, B, C, et puis un ensemble de valeurs. On a 4 lignes dans notre table. Donc quand on va traverser ou représenter en mémoire ce genre d'informations, on a 2 possibilités. Soit on l'oriente façon ligne, donc record. Ça, c'est classiquement si vous écrivez une structure, par exemple, en Go, en Rust, truc comme ça, ou en Java avec des types primitifs, c'est comme ça que ça va être représenté en mémoire. Tout va être, en gros, un record, l'autre record, l'autre record. Et puis, vous avez une représentation orientée colonne. Cette fois-ci, donc, on renverse le truc. On dit, je mets toute ma colonne A à la queue leu, j'ai un tableau de int, par exemple. Ensuite, toute ma colonne B à la queue leu, j'ai un tableau de float, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui va faire l'intérêt de l'une ou de l'autre? Quand on va vouloir faire des calculs type analytique, imaginons par exemple, on veut faire une moyenne de toutes les valeurs sur la colonne A. Quand on est orienté record, ligne, il va falloir qu'on saute de record en record, ce qui, d'un point de vue efficacité CPU et mémoire, est très mauvais, parce qu'en gros, on ne va pas bénéficier de tout ce qui est ligne de cache au niveau du processeur, etc. Surtout, on est obligé de charger tout en mémoire. C'est-à-dire que vous avez sur disque, par exemple, un ensemble d'enregistrements, vous êtes obligé de tout monter et ensuite de sauter de record en record pour aller chercher uniquement les valeurs A. Orienté colonne, vous pouvez dire, bah, sur disque, je prends uniquement le bloc qui correspond à A, je le monte en mémoire, tout se retrouve contigu en mémoire, et de là, je peux utiliser donc, non seulement les caches processeurs de manière efficace, parce que tout est au même endroit, et surtout, je peux utiliser des instructions vectorisées, le fameux SIMD, qui va me permettre de faire des calculs extrêmement rapides. Donc, ce n'est pas par hasard qu'au cours du temps, tous les outils d'analytics en fait, ont évolué vers des représentations colonnes en mémoire, voire sur disque. Et Arrow, en fait, est une représentation donc, normalisée, enfin normalisée, ce n'est pas une norme, mais standardisée, utilisée par tout un tas d'outils. Alors,
l'histoire est intéressante. Une des personnes à l'origine de Arrow, c'est Wes McKinney, qui a créé Panda. Donc, il a créé ça en 2008. Il y a une vidéo très intéressante, j'ai mis un lien en dessous. Alors, à la fin, vous aurez le lien sur les slides. Très intéressante, où il raconte l'histoire de Arrow. Il dit en 2008, lui, il aimait le Python. Et il faisait de l'analyse de données en R. Alors, je ne sais pas ceux qui ont fait du R, mais moi, j'ai essayé un peu. Quand on aime bien du Java et des langages typés, c'est la mort. Donc il voulait faire du Python, il s'est dit je vais faire des choses pour faire des data analytics en Python, et il a créé la librairie Pandas. Qui utilise Pandas vous connaît? Je pense qu'il y a pas mal de monde, voilà. Et en 2015, à l'époque, il travaillait chez Cloudera, une grosse boîte du domaine Big Data, et sa mission, entre autres, c'était de travailler sur du tooling Python pour intégrer les outils Big Data de chez Cloudera, il y en avait un certain nombre, donc pour pouvoir y accéder facilement en Python. Et là, il s'est rendu compte que pour chaque outil, il fallait développer des connecteurs de traduction de l'un vers l'autre, sachant que tous, au cours du temps, avaient évolué vers des représentations internes qui étaient orientées colonnes. Donc il a vu ça, donc déjà c'était une tâche un petit peu monstrueuse, et puis surtout, il s'est rendu compte que dans beaucoup de cas, quasiment 80% du temps CPU était passé à encoder et décoder la donnée d'un format colonne vers un autre format colonne, pas tout à fait pareil, avec une encapsulation différente, et que finalement il y avait une perte en termes d'efficacité colossale, simplement parce qu'on avait à transcoder, sérialiser, désérialiser. Donc il s'est dit, voilà, on va définir un format commun. Et donc en 2016, il a formé un groupe de travail avec d'autres gens qui travaillent dans le domaine des outils Big Data open source, notamment dans le cadre de la fondation Apache. Et ils ont commencé à travailler sur Arrow. Donc les travaux ont duré 4 ans pour arriver à la version 1. Et Arrow se trouve que c'est un des back-ends pour Panda version 2. Donc vous avez historiquement NumPy et vous avez aussi Arrow. Qui apporte peu ou prou les mêmes fonctionnalités, mais surtout qui est plus rapide que NumPy. Donc, je dis language agnostic. Donc, dans le projet Apache Arrow, vous allez trouver des implémentations officielles chez Apache pour 12 langages. C, C++, C#, Go, Java, TypeScript, Julia, MATLAB, Python, R, Ruby et Rust. Voilà, donc avec ça, il y a de quoi faire quand même. Hein. Et puis pour les autres langages qui ne sont pas supportés, on a aussi des implémentations qui viennent de la communauté ou des éditeurs. Et notamment, je sais qu'il y a une librairie Kotlin DataFrame qui est intéressante parce qu'elle apporte une API de haut niveau qui a une implémentation sur Arrow qui encapsule la librairie Java. Hein. Et pareil, dans d'autres langages, souvent on trouve la librairie C ou C++ qui sont encapsulées dans une librairie native pour les langages. Donc en gros, ça veut dire qu'à peu près, quel que soit le langage que vous utilisez, vous allez trouver une implémentation native de Arrow et pouvoir utiliser ce format. Alors, ensuite, on nous dit zéro copy read et pas de coût de sérialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va aller voir un petit peu sous le capot comment fonctionne ce format. Donc on va regarder des octets de l'encodage. Qu'est-ce qu'il veut lui? Zoom qui se met à jour. Non. Oui. OK. Donc les types de données disponibles dans Arrow, donc on va trouver des données scalaires, chose qu'on voit habituellement dans un format 2D de table, de taille fixe, donc des booléens, des entiers, des floats, des nombres à virgule fixes, ça pour les données financières, tout ce qui est les dates, les durées, etc. Des choses à taille variable comme les chaînes de caractères et aussi le blob binaire. Et puis on a aussi une chose qui est moins courante dans des formats type data frame, c'est on a des listes, c'est-à-dire que la cellule de votre tableau va être une liste, mais aussi des maps, des structures, des unions, etc. Donc finalement on a un système de typage qui est très riche. La seule contrainte par rapport à un langage de type classique, c'est que comme tout ça doit pouvoir être représenté sous forme de colonnes, on ne peut pas avoir de structure de données récursive. Voilà. Donc pour représenter des données au format Arrow, des fois on est obligé de dénormaliser un petit peu, avoir des références avec des ID ou trucs comme ça, mais ça se fait. Donc globalement c'est un format qui est assez riche.
comment ça se passe maintenant voilà, au niveau mémoire? Donc, le format comment dire, standardisé commence par un bloc de métadonnées. Donc j'ai mon bloc, mon tableau d'octet en RAM. Je commence par un bloc de métadonnées qui contient deux informations. Le nombre de valeurs de mon tableau ou de ma colonne, le nombre de valeurs nulles. Alors, ça sert à quoi cette information-là? En gros, vous pouvez avoir des algorithmes qui vont être différents selon que vos données peuvent contenir des trous ou pas. Donc, si vous savez à l'avance qu'il n'y a pas de trous, vous pouvez vous brancher sur un algorithme qui est peut-être beaucoup plus efficace que celui qui devra faire des tests pour passer les valeurs nulles. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle un buffer de validité. Donc, pour chaque ligne de votre colonne, ça vous dit avec un bit, est-ce qu'il y a une valeur à cet endroit-là ou est-ce que cette valeur est nulle? Et puis enfin, donc, un buffer qui contient les valeurs elles-mêmes encodées dans leur représentation binaire basique. Donc l'exemple qu'on va voir ici, c'est comment est-ce qu'on encode un tableau d'entiers 32 bits, qui sont respectivement les valeurs 1, nulle, absente, 2, 4 et 8. Alors, on voit que le value count est exprimé sur 64 bits. Donc là, on a un 5, donc c'est du Little Endian, on le met en premier. Hein. Le nombre de valeurs nulles, pareil, c'est un 1, exprimé sur 64 bits. Et puis après, on a notre bit 7 de validité. Alors c'est par unité de 64 bits, là encore. Et puis on va encoder un. Donc à l'inverse, là, le premier est le bit de poids faible. Donc on trouve 1, 0, 1, 1, 1 à l'envers, qui nous fait 1 D en hexadécimal. Voilà, donc notre bloc de validité va être 64 bits avec la validité des premiers éléments et puis tous des zéros derrière pour compléter le padding. Nos valeurs ensuite, on encode à la suite, à la queue leu des entiers de 32 bits. Donc là, c'est classique. Hein, on a 1. Ensuite, des valeurs non définies parce que cette valeur-là est nulle dans le tableau. Et ensuite, on trouve 2, 4 et 8. Et puis enfin, un padding pour se ramener sur des frontières de 64 bits. Donc tout ça est optimisé pour les architectures 64 bits. Donc pourquoi est-ce que le nul est représenté en mémoire par des valeurs indéfinies? C'est pour des raisons de performance. C'est-à-dire que si vous vous dites je veux accéder au troisième enregistrement de mon tableau, vous n'avez pas besoin de parcourir les positions vides ou pas, vous allez directement à la troisième position et vous avez accès à la donnée. Donc on est peut-être un petit peu moins efficace en représentation mémoire, mais par contre on est beaucoup plus efficace en utilisation CPU. Alors un truc un peu plus compliqué, on va dire, les chaînes de caractères. Donc les chaînes de caractères qui sont des choses de longueur variable. Donc là, on va représenter Hello World. Donc on retrouve notre bloc de métadonnées qui nous dit on a deux valeurs. Le nombre de valeurs nulles, il n'y en a pas, c'est juste Hello World. Les validités, on va retrouver 2 bits pour nos deux valeurs, donc on encode 3. Et puis ensuite, on n'a pas un buffer de données, on en a deux. On en a un premier qui va nous donner en gros des positions dans le deuxième buffer des débuts de chaîne de caractères. Ce deuxième buffer étant purement des caractères. Donc la façon dont c'est encodé ici, ça nous dit la première chaîne de caractères commence à 0, logique. Malgré tout, on va l'encoder parce qu'on ne veut pas que dans l'implémentation du parcours, on ait un cas particulier pour le début de la liste. La valeur suivante, c'est 5, qui est le début de la deuxième entrée, mais qui en même temps définit la fin de la première. Voilà. Et puis le 11 qui suit va pointer à la fin de notre buffer, qui est en gros le caractère qui suit notre deuxième chaîne de caractères, qui se trouve être indéfini, parce qu'on est au-delà du tableau. Malgré tout, on pointe à cet endroit-là. Donc on va voir comme ça, finalement, en se déplaçant, en prenant deux valeurs dans notre tableau d'offset, qu'on va décaler de 1 en 1 à chaque fois, on se trouve avec le début et la fin exclusive de nos chaînes de caractères. Donc ça illustre quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans Arrow, c'est-à-dire que toutes ces structures un petit peu complexes dont j'ai parlé, les maps, les listes, etc., vont des fois avoir plusieurs buffers de données, avec des buffers d'offset qui vont nous donner des pointeurs sur les emplacements des données de longueur variable. Donc voilà, si vous avez compris ça, vous avez compris le format Arrow. C'est un petit peu plus compliqué en fait, on va voir, mais la base c'est ça. Donc ensuite,
pour l'instant, on a vu des octets. Comment est-ce qu'on fait la notion de lecture zéro copie? Comment est-ce qu'on fait de l'interopérabilité entre langages? Donc, on va dire, ce truc-là, on le met linéairement en mémoire. Ça nous donne un bloc de données contigu qui va contenir à la fois les métadonnées et les données. Et puis, on peut le mettre dans un segment de mémoire partagée. Alors là, illustration, vous avez un process Java qui pourrait être, par exemple, des jobs Spark, le moteur Spark, qui va appeler un process Python qui fera, par exemple, du Panda pour faire des analyses sur un bloc de données. Les données arrow, on les écrit dans un segment de mémoire partagée. On lance le process Python qui va les lire sur ce segment de mémoire partagée. Les deux se sont mis d'accord sur le fait que c'était des entiers 32 bits, par exemple, et la donnée est partagée entre les deux process. Il n'y a pas de sérialisation, il n'y a pas de copie, il n'y a pas de transfert de données. Voilà. Donc zéro sérialisation, zéro transfert. Donc là, au niveau perf, c'est compliqué de faire mieux. Et puis, tant qu'à faire, quand on est dans un système distribué, on va dire... Alors déjà, c'est pas toujours dans l'interprocess, ça peut être aussi des fichiers. Vous pouvez avoir des fichiers. Le fichier, vous allez le memory mapper, monter en mémoire. Donc là encore, comme c'est un fichier qui contient des données qui sont directement utilisables par le CPU, on le monte en mémoire. C'est l'OS qui gère le swap in and out des pages de données. Et votre application n'a pas de sérialisation. Les données sont directement utilisables. Donc au passage, on va le voir juste après. En général, on va s'arranger pour tronçonner un grand jeu de données en petits blocs, ce qu'on appelle des record batch. Alors, l'intérêt de ce truc-là, c'est de dire, si je veux traiter, par exemple, 2 colonnes, je ne vais pas aller un bout à l'autre de la mémoire ou charger tout, je vais pouvoir le charger par segment. Ce qui est recommandé, c'est de dire quelques dizaines de milliers de lignes. Donc, ça fait des petits segments relativement aux pétaoctets de données qu'on est habitué à avoir dans les systèmes big data. Mais du point de vue du CPU, quelques milliers ou dizaines de milliers de lignes, c'est déjà beaucoup en fait. Donc finalement, ces petits segments permettent de fonctionner sur des unités plus petites, mais sans pour autant mettre en péril la performance du CPU. Donc, si on part de cette notion de petits segments, on peut définir un stream, un flux de segments. Donc là, c'est le format dit streaming de Arrow qui va nous permettre de faire de la communication interprocess. Donc ce format commence par un schéma, donc qui définit la structure donnée, les noms des champs, leur type, etc. Et puis ensuite une série de batchs, chacun avec leurs métadonnées, et puis les buffers de données. Donc ça, ce format-là va nous permettre de faire vraiment du stream processing. Alors, processing et aussi échange, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir un pipe ou un socket entre deux process, et puis échanger comme ça au fil de l'eau tout un tas de données. Mais de la même façon, le processing va pouvoir faire des agrégations par bloc et ensuite recombiner les résultats intermédiaires. Donc une sorte de MapReduce en mémoire, mais qui va permettre comme ça d'éviter d'occuper beaucoup de taille mémoire pour charger l'ensemble du dataset. Voilà, ça, on a tout. L'encodage du schéma, au passage, c'est fait avec FlatBuffer. Alors, vous connaissez Protocol Buffer, certainement. FlatBuffer a été fait par quelqu'un qui était dans l'équipe de développement de Protobuf et qui a vu que Protobuf, en fait, était pas efficace. Protobuf est efficace en termes de taille, parce que les données sont encodées à longueur variable, mais par contre, il n'est pas efficace en termes d'accès, parce qu'un entier, par exemple, peut être encodé de 1 à 8 octets. C'est variable. Donc ça nécessite pas mal de CPU pour décoder la donnée. FlatBuffer dit chaque donnée a sa taille fixe, et ce qui fait que pareil, on peut avoir des structures de données complexes et récursives cette fois-ci, qui peuvent être lues directement en mémoire sans désérialisation. Donc Arrow, partout, en fait, s'attache à ce qu'on n'ait pas de coût de désérialisation. Donc ce schéma est encodé en FlatBuffer, et ensuite on a notre série de batchs. Alors, si vous connaissez un petit peu l'écosystème analytics, big data, etc., vous allez me dire, mais ouais, mais on a un truc qui s'appelle Parquet, qui ressemble pas mal quand même. Parquet, c'est des segments de colonnes, pareil avec des métadonnées. C'est quoi la différence? Donc tous les deux, voilà, sont orientés colonnes. Parquet, c'est un format qui est dédié au stockage, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes de compression qui font que la donnée est représentée de manière extrêmement compacte.
Donc on va gagner en stockage. Donc pour de l'archivage, c'est super important. Par contre, ça a un coût parce qu'il faut l'encoder et il faut le décoder. Arrow, c'est un format colonne pour le compute, pour le calcul, et la communication. Alors communication au sens données éphémères, c'est-à-dire que si vous avez des données qui ont été calculées, que vous allez passer à quelqu'un d'autre qui va faire du processing dessus et qui va le jeter ensuite, le coût de sérialisation des sérialisations en parquet va être supérieur finalement au coût de processing. Donc dans ce cas-là, vous avez intérêt à perdre un petit peu en trafic réseau, vous allez gagner en performance. Donc les deux sont complémentaires. Et la quasi-totalité des outils autour de Arrow savent lire du parquet, transformer le parquet en Arrow et écrire du Arrow au format parquet pour archivage. Voilà. Donc les deux en fait sont pas concurrents, ils sont vraiment complémentaires. Alors une fois qu'on a fait ça, l'écosystème évolue et puis sur des couches basses, on construit des couches de plus haut niveau et puis d'encore plus haut niveau et puis ça amène ce qu'on appelle la stack Arrow. Donc on voit tout en haut, donc dans l'ordre chronologique, finalement c'est apparu comme ça. Donc déjà les data frames en mémoire. Ensuite Arrow IPC, donc Interprocess Communication, qui est ce qu'on a vu là, avec ces notions de batch, métadonnées et puis le schéma en tête. Une fois qu'on a eu ça, il y a des gens qui se sont dit en fait, il faudrait, là on a encodé ce qui passe sur le socket, mais il faudra aller un petit peu plus haut et définir un protocole qui permette à un serveur de dire, voilà, moi j'expose des données et moi je reçois des données. Donc ils ont appelé ça Arrow Flight, donc c'est des services réseau, une API encodée alors, en gRPC. Pourquoi ils n'ont pas pris du flat buffer? Je pense que c'est la partie serveur et RPC de gRPC qui était intéressante. Il n'y a pas de données en gRPC, c'est uniquement de l'encapsulation. Et puis une fois qu'on a ça, qu'on a un serveur gRPC qui nous permet de recevoir ou d'exporter des données, on se dit finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer un langage de requête là-dedans et puis est arrivé Arrow SQL qui permet d'exprimer des queries et puis aussi de dire je démarre une transaction et je ferme une transaction. Donc là, Arrow SQL, c'est quelque chose qui est très similaire dans sa définition à JDBC ou DBC. Et on trouve des drivers Java et C# qui nativement parlent en Arrow SQL. Et ce qui fait que quand vous faites de l'analytique, vous allez voir quelque chose qui ressemble, de point de vue sémantique et opération, à du JDBC, sauf que vous allez transférer des data frames. Et il y a une implémentation pour Postgre là-dessus, et je crois qu'ils ont vu des gains de perf en transfert de données qui allaient de l'ordre de x5 en fait. Donc, parce que simplement, on est orienté colonne et non plus orienté record, et avec un format qui est beaucoup plus efficace. Et puis une fois qu'on a des sources de données qui savent parler, qui savent s'échanger du Arrow ou accepter du SQL, etc., finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas définir même un moteur de traitement sur des données Arrow? Et donc ça a donné DataFusion. Donc DataFusion, on va le voir après, c'est un moteur SQL qui, en gros, est capable de traiter n'importe quelle donnée au format Arrow, d'où qu'elle vienne ou qu'elle aille. Donc, c'est un peu abstrait, mais on va voir après ce que ça veut dire. Et puis, une fois qu'on grimpe encore, il y a un projet qui est encore assez jeune, qui s'appelle Ballista, où, en gros, là, c'est un peu un équivalent de Spark, donc calcul distribué au-dessus de DataFusion. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, la nature ayant horreur du vide, à chaque fois qu'on a un truc qui est là, qui est bien, on se dit, tiens, on va construire quelque chose dessus. Et puis, au cours des années, depuis 2020 que Arrow est sorti, ça va vite, on a toute cette stack-là qui s'est développée. Alors, petit aperçu rapide de l'écosystème Arrow. Alors, encore une fois, les slides, vous aurez le lien à la fin, c'est pas la peine de s'attarder sur tout ça. Pour montrer un petit peu l'étendue de l'écosystème. Alors, évidemment, on va trouver Arrow dans l'écosystème du data processing, en commençant par Pandas, puisque c'est un petit peu là qu'est l'origine de Arrow. Il y a une librairie en Rust et Python qui s'appelle Polars. Alors c'est un peu la guéguerre entre Panda et Polar pour savoir qui sera le plus rapide. Un jour c'est l'un, l'autre jour c'est l'autre, mais c'est bien parce que ça fait de l'émulation. De façon assez surprenante, quand j'ai découvert ça, c'est utilisé dans les systèmes de visualisation.
Alors là, j'ai cité DeckGL, DeepScatter et Perspective, qui sont des librairies JavaScript, TypeScript, côté client de visualisation de jeux de données massifs. Donc là, typiquement, on parle de millions, voire milliards de points sur un graphe, ou trucs comme ça. Donc c'est gros. Et chose très intéressante, c'est que ces librairies, en fait, attendent en JavaScript un array buffer, donc quelque chose qui viendrait du serveur sous forme binaire, encodé en arrow, et en gros, le balance directement à WebGPU, où c'est des shaders qui assurent la visualisation. Donc là, la notion de zéro copie, zéro serialisation, etc. fait tout son sens, parce que finalement, on va partir directement des données côté back-end, passer par le tuyau TCP dans le navigateur, arriver sur le GPU, et c'est directement le GPU qui fait le rendu. Donc là, toute la chaîne intermédiaire ne sert plus que de transport, en fait. Alors qu'habituellement, on aurait une serialisation JSON, déserialisation JSON, reconstitution d'un array buffer, transfert sur le GPU, etc. Et tout ce temps-là serait perdu pour rien. Donc sans compter en plus le garbage collector qui va dire miam, 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 j'ai plein de choses à faire. Donc là, ce n'est pas utile. Dans le domaine de l'observabilité, qui est un des domaines dans lequel Elastic travaille, on a pas mal de concurrents en fait, qui utilisent déjà Arrow depuis un moment. InfluxDB, alors c'est marrant, InfluxDB, en gros, à chaque version majeure, c'est une réécriture complète. Donc la version 3 là, qui a été annoncée en JS, je crois, début de semaine, il me semble, là, ou la semaine dernière, ils ont tout réécrit en Rust avec Arrow et DataFusion. Alors c'est super intéressant parce qu'on verra, DataFusion, c'est un moteur SQL assez générique, mais il est extrêmement pluggable, et en fait, toutes les particularités qui font le produit InfluxDB ont été codés comme des extensions de DataFusion. Mais ils ont récupéré ce moteur qui existe, donc ils n'ont pas eu besoin de réinventer la roue, et ils ont bénéficié de tout cet écosystème qui existait déjà autour. Grafana l'utilise, par exemple, quand vous avez des plugins dans les... je crois que c'est dans le... Je sais plus si c'est dans le Loki ou je sais plus quoi. Les plugins, en gros, causent avec Arrow, avec le corps du produit. Et vous avez de plus en plus aussi d'outils, les bases de données orientées analytiques qu'on voit fleurir un peu partout sont quasiment toutes maintenant basées sur DataFusion ou Postgre, l'un ou l'autre. Dans le domaine des analytiques, vous allez trouver de l'import et de l'export au format Arrow chez Bigtable, Snowflake, ClickHouse, DuckDB, Dremio, Databand, j'en passe, etc. En gros, à peu près tous les outils qui font l'analytics aujourd'hui savent comprendre du Arrow. Donc, vous ne l'avez peut-être pas trop rencontré, mais en fait, sachez, il est probablement déjà là, en fait. Et puis aussi, chose intéressante qui nous intéresse chez Elastic, c'est OpenTelemetry. Donc notre solution d'observabilité est basée sur OpenTelemetry. D'ailleurs, on a fait des donations significatives à la CNCF autour d'OpenTelemetry. Et le format, donc le protocole OTLP, qui est le protocole d'échange de données de télémétrie dans Hotel, est basé aujourd'hui sur protocole buffer, avec les inconvénients que j'ai mentionnés, c'est-à-dire qu'il y a un coût d'encodage, de décodage, et aussi une encapsulation qui finalement, l'air de rien, est assez coûteuse. Et il y a des gens qui sont arrivés avec un encodage des données OpenTelemetry au format Arrow. Et selon les cas, ils ont une réduction de taille qui va de 2 à 10, ce qui est quand même colossal. Et surtout, une élimination du processing quand on transfère des données depuis un agent de collecte vers les systèmes d'analytics. Et si tout ce monde-là parle en Arrow, en gros, tout ce coût d'encodage-décodage disparaît. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup chez nous, les gens qui sont dans l'observabilité, parce qu'un coût significatif dans notre infrastructure, c'est le JSON. Aujourd'hui, la petite flèche OTLP qui est dans la boîte verte là-bas, chez nous, c'est entre le APM Server et Elasticsearch, et c'est du JSON. C'est pas cool. Donc on va remplacer ça par du Arrow, quoi. Alors, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on a ajouté Arrow chez Elasticsearch. Alors déjà, petite histoire, comment ça a commencé avec le langage de requête ESQL. Donc c'est le nouveau langage de requête orienté pipe de chez Elastic. Donc là-dessus, notre ami David Pilato fait un tool in action jeudi sur ce sujet-là, donc allez le voir, c'est bien. Donc voilà, donc on va faire une requête. Là, imaginons que j'ai un fichier, un index d'employés où je dis je garde un certain nombre de champs, j'en veux 5, pas de filtrage, rien, une requête simple.
Et puis, les développeurs de SQL, comme de façon interne, c'est orienté colonne, ils ont rajouté une petite option pour mettre columnar true pour sortir les données en format colonne. Donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, on va voir ce que ça fait. Ça nous sort un gros JSON comme ça, où on commence par une description du schéma, les noms des colonnes et leur type, et puis ensuite des valeurs à la queue leu en JSON. Et là, je me dis, non, 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 on ne peut pas faire ça, quoi. Alors, on fait ça parce que chez Elastic, classiquement, tout est en JSON, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, on doit pouvoir mieux faire. Donc j'ai dit, coucou, moi je vais faire une implémentation Arrow pour voir, expérimentation personnelle, on peut faire ça chez Elastic, tranquille. Et puis j'ai fait un proto, et puis là les gens ont dit, oh, mais c'est trop bien. Donc là je vous montre en gros le même exemple en Python. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc on a notre requête ESQL. On va utiliser donc une requête voilà, sur l'API underscore query, et on va lui dire simplement, moi, j'attends du Arrow stream. Ça, c'est le MIME type de Arrow. Donc, côté serveur, il va voir ça, et plutôt que de renvoyer du JSON, il va nous renvoyer du Arrow stream. Donc, on voit là PArrow, IPC, OpenStream. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de Arrow IPC. C'est la librairie PArrow qui nous fournit ça. Et comme elle est cool, cette librairie, eh ben, on peut lui dire lis-moi ça sous forme de data frame Panda. Donc là, automatiquement, ça lit le format Arrow et ça nous met la petite couche Pandas au-dessus qui va nous permettre ensuite de retraiter toutes ces données-là avec la librairie Pandas. Ensuite, je l'imprime en Markdown et puis ça donne un truc quand même un petit peu plus sympa, quoi. Donc là, on se dit, cool. Donc ça a été ajouté dans Elasticsearch en version 8.14, je crois, il y a un an, 18 mois, un truc comme ça. Donc c'est là, on peut exporter en Arrow depuis Elasticsearch. Et puis ensuite, une fois qu'on a ça, on se dit, tiens, bon, j'ai un système qui fait du Arrow, on va aller un cran plus loin. Donc j'ai commencé à regarder Data Fusion. Donc si vous venez dans la stack, c'est un truc qui est assez avancé en termes sémantiques dans la stack. Donc là, on nous dit c'est un moteur de recherche, un moteur de query extensible qui est écrit en Rust. Ouais. Là, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, ça, je vais regarder. Et qui utilise Apache Arrow comme format en mémoire. Donc voilà. Donc Data Fusion cible les utilisateurs qui veulent construire des fast and furious, non, feature rich, des bases de données et des systèmes d'analytique. Donc là, on dit bah voilà, ça c'est pour nous ça. Donc, je vous ai mis quelques liens là. Il y a une vidéo très intéressante là par un des développeurs principaux de Data Fusion qui explique toute l'architecture. Donc, comment ça se passe en pratique? Donc, en entrée, on a du SQL ou du code. C'est une librairie à la base, hein, donc on peut faire des requêtes définies par du code. Et puis, on trouve une architecture finalement assez classique de base de données. On va avoir donc un plan logique qui est l'expression de la requête, on va dire son arbre syntaxique. On va avoir une première phase d'optimisation, résolution des constantes, simplification des expressions, etc. Ensuite, ça passe sur une phase d'optimisation plus physique, c'est-à-dire en fonction des caractéristiques des sources de données qui sont en dessous. Alors, ces sources de données s'appellent dans Data Fusion des table providers, et c'est pluggable. Donc, en gros, les table providers exposent non seulement leurs caractéristiques, est-ce qu'ils sont capables de faire du filtrage? Typiquement, une table CSV ne sait pas faire du filtrage. Hein, mais une base de données Postgre, elle sait un petit peu faire du filtrage. Voilà. Et puis aussi, chose intéressante, c'est qu'elles vont pouvoir exposer des statistiques. Quand dans ma requête SQL, je référence une table qui est stockée dans Postgre, on va aller interroger la base pour qu'elle nous dise la cardinalité de la colonne. Comme ça, on va savoir, quand on a une jointure, dans quel sens il vaut mieux traiter la jointure, en fonction de la cardinalité respective des deux sources à rapprocher. Et donc, on arrive comme ça, au final, à un plan d'exécution optimisé. Derrière, si on a des sources qui sont disparates ou qui ne savent pas faire nativement de filtrage, on va avoir des phases de jointure, d'agrégation, de tri, etc. Et puis, à la fin, on a un résultat. Donc, voilà. Donc, Data Fusion va faire d'une part cette optimisation de la requête en fonction des capacités des systèmes de stockage, et ensuite les agrégations éventuelles si on est sur des systèmes hétérogènes. Alors, on voit ça, on va se dire, allez, allons-y. On va se faire une implémentation sur Elasticsearch. Alors, n'ayez pas peur.
C'est juste pour vous donner un petit aperçu des API à implémenter en Rust pour faire un plugin DataFusion. C'est pas très compliqué, hein. Donc on a un Table Provider Factory. Ah merde, je pensais qu'il y avait qu'en J2E qu'on faisait des factories, quoi. Non. On l'a aussi en Rust. Bah oui. Donc la factory va vous permettre de créer un table provider. Donc là, on est quasiment dans la factory, hein, la factory qui crée un provider. Mais bon, c'est nécessaire. Et donc cette chose-là, en gros, nous donne plusieurs méthodes. Donc le schéma. Quel est le schéma de ma table à laquelle je m'adresse, ou le schéma de mon index Elasticsearch? Est-ce que cette chose supporte ce qu'on appelle le filter pushdown? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est capable, elle-même, cette source de données, d'effectuer du filtrage? Si oui, le moteur d'optimisation des requêtes va dire certaines expressions des prédicats, je vais les pousser sur la source de données. Ce n'est pas la peine de remonter toutes les données et faire le filtrage en mémoire, si la source, c'est déjà le faire. Les statistiques pour optimiser les requêtes, un scan donc pour aller effectivement lire les données, et puis le insert pour aller écrire. Voilà. Donc avec ces 4 méthodes, vous avez fait un table provider dans DataFusion. Alors petite démo, je ne vais pas la faire sur l'ordi parce que je n'ai pas le temps. Donc on a pris 2 tables très simples. La première qu'on a stockée dans Elasticsearch, c'est des aéroports, le nom de l'aéroport avec leur code IATA, donc le code de l'aéroport, et de l'autre côté, c'est une liste de villes avec l'aéroport le plus proche. Elle est stockée dans Postgre. 2 tables, 2 systèmes. Donc, dans DataFusion, il y a un outil ligne de commande DataFusion, vous le lancez, vous avez un prompt et vous tapez le SQL direct. On va commencer par créer des tables externes. Donc la première, Cities Airport, on va dire c'est du Postgre. Là, je donne une URL Postgre et je monte la table City Airport dans DataFusion. La deuxième, Airport Names, stocké dans Elasticsearch. Donc là, c'est mon extension qui rentre en jeu, avec l'URL et puis la clé d'API, etc. Voilà, mes 2 tables sont prêtes. Alors, première chose, on va dire, je vais faire une petite requête sur ma table Elasticsearch. Donc là, on fait du SQL, mais derrière, c'est traduit en requête Elasticsearch. Hein, c'est traduit en ESQL qui nous affiche en dessous. Là. Donc on voit, voilà, il y a cette phase de traduction parce que c'est le fameux filter pushdown dont je vous parlais. Et alors, chose intéressante, c'est que si je fais explain de la requête, on voit qu'il y a le plan logique, c'est simplement un table scan, mais le plan physique, il a vu que ma source de données était capable de faire du filtrage, et donc c'est là qu'on a traduit en requête Elasticsearch. Si on va un peu plus loin, on va faire une jointure entre Postgre et Elasticsearch. Alors, pour info, quand j'ai montré ça en interne chez Elastic, les gens ont fait attends, je comprends pas là, tu nous montres quoi là? Et puis là, d'un seul coup, donc, on va faire un select city name, voilà, et le code IATA. Depuis dans les tables City Airport, alors, je ne sais plus dans quel sens c'est, Elasticsearch et l'autre dans PG. Et avec notre critère de jointure qui est le code IATA de l'aéroport. D'un côté, on prend donc le nom de la ville, de l'autre côté, le nom de l'aéroport. Et on fait notre jointure. Donc là, il nous trace aussi la requête SQL qui est générée, toujours pareil, le filter pushdown. Alors, chose intéressante, c'est que si on regarde l'explication, dans le plan physique, ce qu'on voit, alors en bas, on a Elasticsearch. Après, juste au-dessus, on a le SQL exec, c'est-à-dire qu'il a poussé le filtrage qui correspondait à Postgre dans Postgre. Et au-dessus, il nous fait un hash join. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, il reprend les sous-ensembles respectifs dans les 2 tables et il fait la jointure au niveau de DataFusion. Si en plus on avait rajouté des critères permettant à DataFusion de savoir que les données étaient triées dans un certain ordre, il aurait pu nous faire un merge join qui est beaucoup plus efficace. Donc voilà, là on voit en action finalement cette notion d'optimisation guidée par les caractéristiques de la source de données. Et puis, donc on a vu la partie scan de l'interface que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, on va voir je ne sais plus comment elle s'appelle, le ingest. Maintenant, imaginons, voilà, je monte une table virtuelle qui se trouve être un fichier Parquet stocké dans un bucket S3. Voilà, donc create external table stored as Parquet sur un bucket S3. Voilà, et puis je monte mon index Elasticsearch. Et puis je fais insert into hits, qui est Elasticsearch, select étoile de mon fichier Parquet, et je peux même mettre des conditions. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je siphonne mon bucket S3, ça passe dans DataFusion par le provider Parquet qui va le transformer en arrow. Ensuite, on a du filtrage au niveau des données arrow. Et ensuite, mon table provider Elasticsearch
zouf, ingestion directe dans Elasticsearch, terminé. Donc là, une question qu'on a souvent au support Elastic, c'est ouais, j'ai des données historiques, format parquet dans S3, etc. Comment je fais pour les ingérer? Alors, bon, bah, il faut écrire une moulinette qui va aller lire le format parquet, qui vous fait du JSON au format bulk, appeler l'API, machin, pas faut segmenter parce que c'est limité en taille, là. Là, bah, OK, insert into, select, terminé. Voilà. Donc ça, c'est work in progress. Il y a une pull request qui est ouverte, c'est moi. Voilà. Vu l'intérêt que notre équipe d'observabilité a montré pour ce truc-là, ça commence à s'exciter un petit peu autour. Donc attendez-vous à ce que ça arrive dans Elasticsearch dans une version prochainement. Donc vous, comment est-ce que vous pouvez utiliser Arrow? Alors, les choses intéressantes, donc déjà, il y a plein de niveaux auxquels on peut le mettre. À partir du moment où vous avez une API qui exporte des données qui ont une structure relativement régulière, plutôt que l'exporter en JSON ou en CSV, alors je dirais si vous l'avez en CSV, c'est tellement facile de changer la serialisation CSV pour mettre du Arrow à la place. Donc déjà, simplement, vous pouvez exposer vos données au format Arrow. À partir du moment où vous avez fait ça, bah, vous pouvez utiliser des librairies comme Pandas pour faire des analytics sur vos données. Ça, c'est ultra facile. Un peu plus compliqué, c'est importer des données au format Arrow. Pourquoi un peu plus compliqué? Parce qu'il faut aller lire le schéma, vérifier que le schéma correspond bien à votre schéma de données. Il y a un peu de validation à faire. C'est pas la mort. Pour nous, Elastic, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est une base de données, donc il faut savoir accepter à peu près n'importe quoi. Après, l'autre étape, c'est dire je rajoute le protocole Arrowflight. Alors, dans les expérimentations chez nous, au début, j'ai fait un serveur proxy. Je n'ai pas voulu le mettre dans Elasticsearch directement parce que ça avait pas mal d'impact au niveau architecture. Donc j'ai dit, on va faire un serveur proxy. Alors ce qui est bien, c'est que les librairies de chez Apache vous fournissent déjà tout le canevas pour faire un serveur Flight, que ce soit en Java, en Rust, et dans d'autres langages aussi, en Go, je crois. Donc là, automatiquement, votre application devient Arrow-enabled, en quelque sorte, et vous pouvez l'intégrer dans l'écosystème. Et puis enfin, l'étape ultime, c'est d'écrire votre table provider dans DataFusion. Comme ça, votre système devient partie prenante d'un moteur SQL plus général qui peut agréger des sources de données hétérogènes. Il y a un bouquin sur Arrow. Alors, c'est chez Pacte. Habituellement, les bouquins Pacte, moi, je ne suis pas super fan. Celui-là est bien écrit, donc je vous le recommande. Et puis voilà, il reste 2 minutes 30, donc on a le temps, je pense, de quelques questions. Donc ce soir, rencontre avec Elasticsearch. Donc David et moi, on accueille ceux qui sont intéressés pour venir parler de tout et de rien autour des produits élastiques. Vous avez ici, c'est quoi? C'est la gauche, ça? Les slides, et là-bas, le feedback. Alors, question, ici, là. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, c'était très instructif. Petite question sur Arrow, est-ce que le support des types géographiques est prévu dans la roadmap? Oui, alors les types géographiques, il y a une initiative qui s'appelle GeoArrow, qui est développée par des gens qui font du domaine géo. Hein. Alors, ce n'est pas officiellement dans l'aspect de Arrow, parce que c'est encore en cours de définition, mais oui. Donc, il y a des données géographiques. Question? Non. Ah si, là-bas. Allez, vite, on a une minute 27. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure des structures qui étaient en gros structures fixes. Pour faciliter, pour dire je vais aller à la position temps, en gros, ils calculent avec un offset, c'est plus facile. Ouais. Comment ils gèrent du coup les strings, en particulier quand c'est les UTF-8, parce que les caractères sont variables et une string même toute seule n'a pas une longueur fixe? Alors, la string qui n'a pas une longueur fixe, je l'ai illustré avec le tableau qui donne les offsets sur les débuts et les fins de chaîne de caractères. Ensuite, les strings elles-mêmes seront encodées en UTF-8. Donc, après, on parcourt la chaîne de caractères du début à la fin, et c'est là qu'on va gérer l'encodage UTF-8. Oui. Mais le parcours, il se fait uniquement à l'intérieur de chaque valeur chaîne de caractères unitaire. Bon, et puis je pense que c'est fini là. Merci.